Salut les terriens! Salut les terriens! Notre invité ce soir, c'est le mec de Bref. Mec de Bref, bonsoir. Alors votre vrai nom, c'est Kian Kojandi. Nous, on va garder le mec de Bref. Vous savez qu'on va vous appeler très longtemps le mec de Bref, ce qui est assez paradoxal finalement. C'est vrai. En P2, nous accueillerons Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui soutient François Fillon dans la course pour la présidence de l'UMP, comme beaucoup d'anciens ministres, sauf Rachida Dati qui soutient Christian Louboutin. Toujours en P2, nous accueillerons Éric Nolot. Éric, qui publie une compilation de ses critiques depuis 20 ans, nous dira comment il a fini par succomber, lui aussi au charme, des livres qu'on écrit avec une agrafeuse. Enfin, en P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, Aurore Renaud, qui se bat pour la reconnaissance du droit des mamans lesbiennes. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Kian, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, début 2011, vous êtes dans une période de grosse remise en question, de galère. Ouais. Vous payez votre loyer à coups de stand-up et de RSA. Vous avez envie de baisser les bras, Kian. Mais vous voyez pas très bien ce que vous pouvez faire d'autre, de toute façon. Exactement. Ouais, je suis comédien, je sais faire que ça dans ma vie. Voilà. Hors de question de faire autre chose. Et c'est là qu'en préparant votre nouveau spectacle, vous avez l'idée de raconter des tranches de vie d'un loser, en gros. Ouais, d'un mec normal surtout. Et de les raconter super rapide, ouais. ça rend la loose un peu moins évidente. Voilà. Alors vous dites, à l'image de la série, tout s'est fait très rapidement. Début avril, notre producteur présente l'idée à Canal, Banco, et on filme les 40 épisodes en août. Ouais. C'est rarissime, ça. Ouais, on a tout fait en 20 jours. On a fait rentrer 30 jours de travail en 20. Assez ouf. Ouais. Alors, le pitch est simple. Hein. Au début, on est. À la fin, on meurt. Entre les deux, il se passe des trucs. Bref, c'est l'histoire d'un mec entre les deux. Alors, vous êtes ici ce soir pour la sortie du double DVD intégral de la série Bref, du DVD Blu-ray intégral, du livre et du coffret collector avec le double DVD, des bonus et une clé USB avec la bande originale de la série. Bref, vous venez pas les mains vides. Ouais, on a bien bossé là-dessus. Alors on regarde à quoi ça ressemble. Bref, un jour, j'ai eu 30 ans. Tout le monde m'a répété. Ça y est, t'es vieux. Ça y est, t'es vieux. Ça y est, t'es vieux. Et je crois qu'ils ont pas tort. Parce que j'ai un pote qui a eu un enfant, un pote qui est devenu médecin, et un pote qui est parti du jour au lendemain dans un pays étranger. J'ai eu 4 pannes sexuelles, très exactement. Je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie. J'ai dit non, je préfère pas me coucher tard à des potes. Je suis rentré chez moi, j'ai pris un bain. Et en plus, j'ai mis de la mousse. J'ai dit à quelqu'un. Tu dis ça maintenant, mais tu verras plus tard. Quand je vais aux toilettes, j'attends 1, 2, 3, 4 secondes avant de pouvoir pisser. Mes potes me parlent de crédit d'impôt et de retraite. Quand je joue avec mes Transformers, on me demande si je suis un collectionneur. One More Time des Daft Punk à 11 ans, Jurassic Park à 19 ans et les Simpsons ont 23 ans. En hiver, je prends des vitamines. J'ai déjà marché près de la mer avec un pull autour du cou et j'ai aimé ça. J'ai dit best son à quelqu'un qui écoutait de la musique. J'ai dit essoufflé dans une rue qui montait. J'ai entendu des jeunes parler entre eux. Trop de swag, elle était trop déter, elle voulait me su, mais je pouvais, j'avais pas de podcast. Et j'ai rien compris. Je me suis rendu compte que je les appelais des jeunes. Un dimanche, j'ai brunché. J'ai pris un taxi parce que j'avais la flemme de prendre le métro. J'ai trouvé qu'un jeu vidéo allait trop vite. J'ai acheté une théière et j'ai une marque de thé préférée. Je suis pas assez jeune pour la carte 12-25 et pas assez vieux pour la carte senior. J'ai acheté des boîtes pour ranger. Je mélange plus les couleurs quand je fais une machine et je comprends l'étiquette de mes pulls. Je suis déjà parti en vacances pour me reposer et j'ai utilisé le mot farniente. Une bougie est restée allumée. J'ai hésité à la souffler. Kairon l'a éteinte. Bref, j'ai eu 30 ans. Découverte autour du vin, votre forfait pour l'œnologie. Depuis le temps que je dis qu'il faut qu'on le fasse. Pas vrai, chérie? Allez, je fais la bise à tout le monde. Voilà. Alors, dans le double DVD, il y en a 82. Ouais, 82. À 82, vous allez vraiment vous marrer. Mais c'est un boulot de chien, parce qu'il y a certains numéros où il y a 140 plans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, 140 coupes de plans. Ouais. On a fait un record, c'était 3 heures sur 2 secondes. Ah oui. Ouais. Alors, voilà, donc en une saison, vous êtes devenu culte. Ça fait quoi d'être culte au quotidien? Il paraît que les gens arrivent à écrire votre nom de famille sans faire de faute d'orthographe, non? Il gagne au Scrabble avec. Ah oui, ah oui. Laurent Wauquiez aussi. Ça paye. C'est combat de Scrabble aujourd'hui. Alors, vous devenez une rockstar, hein, vous faites le Grand Rex.
Rassurez-moi, c'est pas de vous dont parle Christophe Ondelat quand il chante « J'aime le cuir et le latex et les toilettes du Grand Rex ». Non, c'est pas vous. Non, c'est pas moi. Il est chaud, Ondelat. Alors, Bref a inspiré de nombreuses parodies. En plus, il y a eu un style Bref. On regarde à quoi ça ressemble. Ce mec mal réveillé là, dans son lit, c'est moi dans la vie. Avant, ma vie, elle était normale, et puis il y a eu cette série sur Canal. Un matin, j'ai reçu une vidéo sur Facebook. C'était un épisode de Bref avec écrit « Matza mec, y'a ton sosie ». Je vais sur le site et là, direct, j'hallucine. Ce mec, c'est vraiment mon sosie. Bref, aujourd'hui je travaille dur. Le téléphone sonne. Je fais semblant de ne pas entendre. Il continue de sonner. Je tourne la tête. Il sonne encore. J'exprime mon mécontentement. Dans la rue, on a croisé Mélissa Satorio parce que c'est ma voisine. Bonne journée. Je l'ai regardé partir et j'ai compris que c'était pas ma ligne que je devais retrouver, mais la sienne. Maman, Kleenex. J'avais pas de Kleenex, J'ai pas de Kleenex. j'avais pas de sac à caca. J'ai pas de sac à caca. J'ai pensé à l'expression « vie de merde ». Combien de balles seront chargées? Arrêtera-t-elle le café? Les casquettes en plastique? Les pourquoi? Pourquoi? Trouveront-ils la porte? La clé de la porte? La poignée de porte? Se lancera-t-il dans la BD? L'alcool? La coiffure? Arrêtera-t-il de la regarder une fois? 3 fois? 10 fois? Ça va? Voilà. C'est rare de créer un style dans les médias comme ça aussi rapidement. Bravo. Bah, merci beaucoup. Vraiment bravo, Merci, Pierre. merci. Il y a même un préservatif Bref Ouais. pour les éjaculateurs précoces, évidemment. Voilà. Et puis alors, à la fin de la première saison, vous arrêtez. Ouais. Ceci étant, une série qui s'appelle Bref et qui dure 10 ans, c'était pas très cohérent finalement. Ouais. Et personnellement, je kiffais Prison Break la saison 1. Ouais. Et la saison 2, je me suis dit, j'ai pas envie de faire un Prison Vous Break êtes saison sage, 2. c'est Ouais. bien. Alors, on passe maintenant à l'interview portrait. Alors, Kian Kojandi, dans la vie, au début, on est. Vous, c'était le 29 août 1982 à Reims. Vous êtes d'origine iranienne, comme la prochaine guerre mondiale. Alors, en Iran, votre père était géologue. Il est parti à l'arrivée de l'ayatollah Khomeini. Il s'est reconverti en France dans le commerce de tapis. Ouais. C'était dur pour lui de changer comme ça de situation. C'est pas facile. Hein. En plus, c'est resté vachement dans la famille, le fait de se dire, les gars, Ouais. on peut repartir à zéro plusieurs Ouais. fois dans sa vie, même à Ouais, 30 ans, tout même à peut 40 ans, arriver. ouais, même Ouais. à 50 ans. En même temps, il est marrant, votre père vous dit c'est un gros raconteur de blagues. Ouais. Vous l'aimez beaucoup, hein? Ouais, énormément. Ouais. Ouais. Alors, votre mère est picarde, hein? Fille d'une femme de ménage, très mélomane. Elle aurait voulu être chanteuse ou comédienne, mais voilà, elle est devenue juriste dans un cabinet de formation. C'est vrai. Alors, vous êtes déjà allé en Iran, hein? Oui, une fois. Les gens m'ont dit, mais t'es fou, mais t'es complètement cinglé. J'ai dit, ouais, je sais, mais il faut que j'y aille. Mais non, c'était normal en fait. C'est juste que bon, là-bas, la vie est un peu bloquée dans les années 80, donc Ouais. le parc automobile est un peu vieux, mais j'ai jamais vu des gens aussi libres dans leur tête. C'est très évolué, contrairement à l'image qu'on en a. Exactement. Mm. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment une différence Ouais. d'image. Ouais. Vous y êtes allé une fois, Mm. mais en revanche, quand vous étiez chez vos parents, la famille d'Iran, vous visitez souvent. Alors vous dites, tout le monde mangeait par terre et restait dormir là. C'est vrai. Il y avait toujours 15 personnes à la maison et des matelas partout. Ouais. Ça, c'est vrai, ça. J'ai grandi avec des matelas sur les murs, et quand ta famille arrivait, hop, vous êtes tombé les matelas dans la chambre. Donc, ouais, ma grand-mère venait 6 mois par an dormir à la maison, et puis après, elle repartait en Iran. Ouais. J'ai grandi avec cette double culture en permanence. Ouais. Et la culture américaine en plus dans la télé, donc ça a fait Elle strier. était rock'n'roll, votre grand-mère. Hein. Ouais. Elle avait divorcé en Iran dans les années 50, ce qui est rarissime. C'est une évidemment. femme que j'aime énormément. Vous parlez persan, vous? Oui. Dites-moi un truc en persan. Thierry, je suis très content d'être avec vous. Thierry Macheili Rochachadam, tout salut les tariq, madame. Oh là là! Alors, le reste de votre vie est beaucoup moins exotique. Vous passez les 23 premières années de votre vie à vous ennuyer Ouais, c'est vrai. dans un quartier pavillonnaire rémois, mais un ennui formateur. Vous vous êtes dit, si je veux pas crever là, il faut que je me bouge. C'est pas ça, c'est que j'avais un parcours classique, lycée, bac, études de droit, en maîtrise, et Ouais. je sais pas, j'ai un peu mal au dos en fait. À chaque fois, tous les matins, j'ai un peu mal au dos, et puis je sens qu'il y a un truc qui Ouais. colle pas, et je kiffe faire des petits films avec mes potes, des films Lego.
avec mes potes. À 15 ans, je prends ma première caméra et je fais mes petits sketchs à la manière des inconnus, des nuls. Et puis je sens qu'il y a autre chose ailleurs, en fait. Et puis il y a la musique. À 6 ans, vous entrez au conservatoire musical de Reims. Vous apprenez le violon alto pendant 12 ans. Et vous avez l'oreille absolue. C'est-à-dire que vous pouvez reconnaître n'importe quelle note comme ça à l'oreille. Oui, je peux essayer en tout cas. Est-ce qu'on peut essayer alors? C'est un Do et il y a eu un Mi en tierce derrière. Oh là là, ouais! Alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est une oreille absolue, est-ce que ça se nettoie avec un coton-tige absolu? Donc, après le bac, vous intégrez la fac de droit de Reims. Et les premiers jours, un ami vous parle du cours Simon, cours de théâtre à Paris. Vous y allez et c'est une révélation. J'apprends qu'on peut apprendre le métier d'acteur, en fait. Ouais, On me dit, ah ouais, c'est pas que pour les gens dans la télé, c'est pas que pour les gens dans les films. Et j'essaye, en fait, et je rentre dans ce cours et j'assiste à un vrai changement. C'est rare dans la vie, je pense que ça m'est arrivé une seule fois, où tu t'assieds sur un banc qui fait vraiment mal au cul, pour le coup, et tu te dis, wow, je veux que tous les matins de ma vie, ce soit ça. Et je suis jamais revenu, en fait, à Reims. Bah, voilà. Alors, à Paris, c'est pas facile pour autant, parce que pour payer les cours de théâtre et la coloc, c'est 12 mètres carrés, vous bossez à l'accueil dans une banque d'affaires. Ouais. J'étais là, bonjour, bienvenue au travail. Hey. Je me dis, wow, si j'arrive à faire rire des gens qui n'attendent rien de moi à 7h20 du matin, je crois que je peux faire ce métier. Et puis voilà, après, vous commencez à faire des scènes et vous allez à New York. Vous faites du stand-up à New York, c'est incroyable, c'est gonflé quand même. Bah, j'avais envie, je me suis dit... en fait, il y avait des scènes un peu anglaises à Paris et je commençais à monter. Hi everybody, my name is Kian et tout. I'm Iranian, don't be scared, don't be scared. Ouais, c'est rare, en général, les Américains, ils ont peur des Iraniens. Bah ouais. Bon, là, j'y allais pas en jouant en tant qu'Iranien, j'y allais en tant que français. Ce qui est encore plus marrant. Quand tu dis bonjour, je suis français et marrant, et ils sont morts de rire. Après, vous faites des télés, quoi. Commencez à bosser un petit peu à la télé, vous faites plier en quatre, des trucs comme ça. Ouais, exactement. Jusqu'au jour où vous inventez Bref. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous refaisiez Bref, ça serait Bref, j'ai reçu un chèque de 3 millions de la SACEM. Bref, je baise avec qui je veux. Bref, j'ai dit non à la 2e saison sur Canal. Ça serait ça, non? Si j'avais voulu de l'argent, j'aurais fait une saison 2. Voilà. Mais vous êtes plus malin que ça. Ouais, l'enjeu artistique, il était plus important. Vous avez C'est-à-dire raison. que ça tient en 82 épisodes, on va pas aller plus loin, et on va pas surfer sur un truc. Et peut-être qu'on fera un film. On va essayer en tout cas. Nous sommes toujours en compagnie de Kian Kojandi. Et nous accueillons Laurent Wauquiez et Éric Nolot. Laurent Wauquiez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP de Haute-Loire, réélu avec 63% des voix, alors qu'Hollande avait fait 50%. Vous êtes maire du Puy-en-Velay, où vous avez récemment interdit le déroulement d'une zombie walk. Alors une zombie walk, c'est des gens qui s'habillent, qui se maquillent en zombie pour défiler dans les rues. Alors, est-ce que le clip de Michael Jackson, Thriller, est interdit aussi au Puy-en-Velay? En fait, la réalité, c'est que j'ai été traumatisé dans mon enfance par ce clip. Ouais. Et donc, comme maire, je voulais pas réavoir des zombies dans ma ville. Ouais, d'accord. Voilà. Non, plus simplement... C'était la Toussaint, et vous vous êtes dit... C'était une association qui nous a déposé sa demande 3 semaines avant. On les connaissait pas bien. On s'est dit, bon, on va d'abord attendre et voir un peu qu'est-ce qu'ils font. Alors, ça veut dire qu'au Puy-en-Velay, regardez, on peut se balader comme ça, et on peut pas se balader comme ça. Voilà. En même temps, quand je vois les 2 photos, je comprends. Moi, non. Il faut comprendre que les hommes politiques préfèrent les morts qui votent plutôt que les morts qui marchent. Joli. Je fais pas allusion à vous. Je fais allusion aux époux Tibéri, qui étaient de nouveau dans l'actualité cette semaine. Alors, comment ça se passe, la vie d'ex-ministre? Parce qu'on a eu Rachida Dati qui nous a confirmé qu'elle s'est acheté un sac rouge. Bruno Le Maire qui nous a raconté qu'il avait beaucoup écouté de musique classique. Et vous foutez quoi de vos journées alors? Moi, j'ai ressorti mon vélo. C'est bien. Non, honnêtement, ça fait plutôt du bien quand même. On reprend un peu de liberté. On n'a pas systématiquement quelqu'un à côté de vous. Vous avez plus Sarkozy sur le dos surtout. J'ai rien dit. Ça vous fait pas drôle depuis être tous les soirs au Grand Journal, non? Alors,
là, maintenant, on rigole plus. Demain, c'est les élections pour la présidence de l'UMP. Alors vous n'êtes pas copéiste. Alors les copéistes, c'est ceux qui sont anti-musulmans. Vous êtes filloniste, c'est-à-dire vous êtes anti-zombie. Mais c'est au fond pas totalement faux. Hein. Ouais. C'est-à-dire que dans le discours de Copé, il y a quoi? Il y a 80% du discours qui est sur l'immigration. Ouais. François Fillon, lui, il est plutôt sur les questions d'emploi et de pouvoir d'achat. Ouais. Chez Copé, c'est un discours qui consiste à dire la politique, c'est cliver. Chez François Fillon, la logique, c'est la politique, c'est rassembler. Ouais. Donc, d'une certaine manière, j'aime bien le slogan. Voilà, c'est une bonne analyse, les anti-musulmans contre les anti-zombies. Alors, au sujet de Fillon, vous dites dans le Figaro, alors attention, malgré ses pépins de santé, il n'a jamais baissé les bras. Sans aucun moyen du parti, porté par l'élan des bénévoles, il a mené son tour de France. Mais c'est un saint, c'est un héros. Non, sérieusement, enfin simple, il s'est fracturé la jambe. Ouais. Il s'est pris une colique néphrétique. Oui. Il s'est pris des calculs. Ouais. Moi, je l'ai retrouvé aux urgences à Montluçon la semaine dernière. C'est un mec à l'âge Koumoun, hein. Moi, je ne le prendrais pas comme président de C'est l'UMP. surtout quelqu'un qui sait repartir. Voilà. Ouais. J'ai tendance à penser qu'un bon capitaine, c'est pas celui qui n'a pas d'épreuve, celui qui en sort. Ah bah lui, il en a eu des épreuves. Voilà. Alors, au sujet de Copé, vous dites, alors là, avec Copé, c'est marche ou crève. Il nous a mis un jour un pistolet sur la tempe en nous disant « Soit tu es avec moi, soit je te coule dans le béton ». Il a vraiment dit ça? Ça nous étonne beaucoup. Venant de Copé. Oui, venant vraiment, de Copé. un type sympathique. Oui, moi je suis très surpris. On parle bien de Copé, le mec qui a fait Sciences Po avec Romanov. Celui que vous invitiez à votre table et qui avait l'air très poli. Mais oui. Non, sincèrement, indépendamment de ça, c'est vrai que chez Jean-François, il y a plutôt une gestion un petit peu clé. Non, sincèrement, il faudrait répondre à la question. C'est ce si que vous j'ai commencez fait. par sincèrement, il faut dire, est-ce qu'il a vraiment prononcé cette phrase? Je maintiens ce que j'ai dit. Bon, bah, voilà. Vous êtes pour qui, vous, entre Fillon et Copé? Est-ce qu'il a d'abord sa carte à l'UMP? Je Je peux vous faire une carte d'adhérence si vous voulez. Je suis pas sûr. Je suis un peu extérieur, je regarde pas trop les gains de l'info. Alors, votre idée, à vous, en fait, c'était que Copé quitte la direction de l'UMP pendant la campagne et qu'il soit remplacé par une personnalité incontestable. Le problème, c'est que vous avez pensé à Michel Alliot-Marie. Eh ben moi, j'aime bien Michel Alliot-Marie. Oui, d'accord, mais enfin, on peut pas dire qu'elles sont incontestables. Après pourquoi l'histoire de Ben Ali, franchement... Non, bon... les vacances en Tunisie... Elle s'en est expliquée. Voilà. Moi, Elle n'a pas des maintenant, casseroles, elle a des couscoussières. Donc, moi, maintenant, j'aime bien Michel Alliot-Marie. Ah, bah, voilà. Je trouve que c'est qu'elle s'est faite dans une période où la politique était totalement machiste. Oui. On critiquait non-stop les femmes qui n'étaient que des paires de jambes à talons. Et elle, au moins, elle a eu le courage de Son s'affirmer dans père cette était période. maire de Biarritz, quand même. Elle Oui, n'est pas d'accord. arrivée là par hasard. Ouais, enfin, dans les années 90, on sait bien ce que c'était qu'être une Ouais, femme ouais. en politique. Ouais, ouais. Donc je trouve qu'elle a eu du courage. Bon, mais voilà. vive Michel Alliot-Marie, qu'est-ce Eh qu'on ben oui. pense? moi, je suis pour Copé parce qu'ils sont pas prêts de revenir au pouvoir avec Copé. Donc, moi, je soutiens Copé. La gauche vote Copé. Ah oui, à fond, à fond. Éric Nolot, rebonsoir. Alors, Éric, vous êtes à la fois sur Paris Première avec Zemmour et Nolot, et ça balance à Paris, sur France 3 avec le match des experts, sur RTL avec Berne, et puis il y a Match, Paris Match, où vous faites un feuilleton littéraire. Ça fait beaucoup quand même. Vous avez pris quelqu'un pour lire les livres à votre place ou pas Non, encore? toujours pas, puis j'ai été viré de chez Berne. Ah bon, Non, j'ai pourquoi? été viré, ben, je sais pas. C'est pour ça que ça remontait l'audience Sans d'RTL. doute. Non, Ouais. toujours pas. C'est vrai que C'est je perds... vous qui lisez vos livres toujours? Ouais, c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps. Donc je comprends ceux qui ne le font pas et qui sont en majorité à la télévision et à la radio, Ouais. parce que c'est un peu chronophage, mais je trouve qu'on donne un avis plus autorisé si on a lu le livre avant. C'est pas con. Et en plus, vous publiez. Ça s'appelle « Pourquoi tant de haine ?» C'est chez Gossevitch. C'est une compilation de 20 ans de chroniques. Comme je le disais dans le sommaire, vous aussi, vous avez succombé au charme du livre qui s'écrit avec une agrafeuse. Il y a un peu de ça, il faut reconnaître. Bah oui. Mais j'ai fait beaucoup d'efforts parce qu'ils ont été très durs à retrouver, ces textes. Je suis pas archiviste de moi-même. Il faut tout relire, il faut... Bah, vous savez, au bout d'un moment, on en a marre de se relire. Donc, Voilà. c'est une drôle Non, mais d'expérience. c'est vrai que vous l'avez beaucoup reproché aux autres de faire ça. Vous le faites vous-même maintenant. Non, je ne l'ai pas reproché aux autres. Je reproche pas de... Non, non. Non, pas du tout. Simplement, il faut que ça ait une cohérence. Voilà, au bout de 20 ans, je ne le ferai pas tous les ans, mais au bout de 20 ans, c'est pas mal. Le prochain, c'est dans 20 ans. Ben voilà, on D'accord. se retrouvera. Dans quel état, je ne sais pas, mais en tout cas... Moi, je serai toujours là. Mais vous ne changez pas, Ah, moi, Thierry. je ne Mais change moi, pas, je je risque d'avoir un regarde. peu vieilli. Alors, pour vendre ce livre, vous avez fait toutes les émissions. Il vous reste quoi, le journal du Hard, non? C'est-à-dire, ça, je ne l'ai pas fait, c'est vrai. Mais faites-le.
Non, mais le problème, c'est que j'ai une attachée de presse dont je suis le jouet. Elle est magnifique. Je comprends que vous soyez son jouet. C'est une femme de l'Est qui s'appelle Sloka et je ne peux rien lui refuser. Je suis marié avec une Bulgare et mon attachée de presse est tchécoslovaco-hongroise. C'est la malédiction de l'Est. Donc le journal du Hard, à mon avis, c'est dans les tuyaux. Alors, vous rêvez toujours d'un prime culturel sur France 2. Vous n'avez pas compris que c'est Patrick Sébastien qui s'en charge. Alors, tout ça ne répond pas à la question, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Parce que même si vous l'écrivez EN sur la couverture, on pense à haine, évidemment. Vous en prenez toujours à ce pauvre Bec BD pour son film, à Bernard-Henri Lévy, à Christine Angot. Je ne suis pas tellement démenti par les faits, mais je suis... Ouais. Le problème, c'est que je prends les livres un par un. C'est-à-dire, si Bec BD fait un chef-d'œuvre, je le dirai, mais sans prendre de gants, je le dirai franchement. Ce n'est pas arrivé et je dois dire que les probabilités s'amenuisent à mesure que les années passent. Mais je suis aux aguets. Hein. Dès qu'il écrira une bonne ligne, je reviendrai vous en parler. Ouais. Dans le livre, pour ceux qui ont pris la peine de le lire, il y a vraiment 80% d'amour de la littérature à chaque page. Donc c'est pas parce que vous n'êtes pas écrivain? Non, pas du tout. Ça, c'est un vieux cliché qui traîne sur les critiques. En même temps, il y a beaucoup de critiques qui sont écrivains et réciproquement. Et je crois que c'est très naïf. Moi, par exemple, je collectionne les recueils de chroniques. Je sais pas, Renaud Matignon. Ah. Bah, c'est extraordinaire, Renaud Matignon. Matignon, sur moi, il avait dit « Thierry Ardisson vient du néant. Et après 2 heures de vide, il y retourne. » C'est extraordinaire. En tout cas, c'est littéraire. Après, non, mais c'est bien. Non, mais après, c'est pas vrai, mais c'est bien. Je trouve ça un peu naïf d'opposer la critique à la littérature, parce que c'est de la littérature dans les deux cas. Bien entendu. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Rachida El Azouzi, journaliste à Mediapart, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Depuis que la crise bat son plein, c'est le triomphe des produits low cost. Les voitures, les supermarchés, les billets d'avion, tout le monde casse les prix. Mais puisque tout est low cost, pourquoi les patrons n'embaucheraient pas des ouvriers low cost? On peut tous acheter moins cher et se faire plaisir. Alors évidemment, au départ, les Français avaient dit non. En votant contre le traité européen en 2005, ils croyaient avoir mis à la porte le plombier polonais. Mais le voilà qui revient par la fenêtre. Et attention, il n'est pas tout seul. Aujourd'hui, plus de 300 000 salariés venus des pays de l'Est, mais aussi d'Espagne et du Portugal, travaillent en France à prix cassé. Soit 6 fois plus qu'il y a 5 ans selon le Parisien. Sur Internet, il suffit de quelques clics pour trouver des agences d'intérim spécialisées qui proposent des Polonais pour pas cher. Sur leur site, elles mettent d'ailleurs en avant leurs prestigieux clients français. L'avantage pour l'employeur français, c'est qu'il va payer ses charges en Pologne, où elles sont moins importantes qu'en France. Ça reste légal, à condition que les intérimaires étrangers soient payés au SMIC et bénéficient des 35 heures. Or, c'est rarement le cas, et c'est surtout dans le secteur du bâtiment qu'on constate le plus d'infractions. Aujourd'hui, pour construire l'EPR de Flamanville, fleuron du nucléaire français, l'État a choisi Bouygues, qui lui a embauché des travailleurs polonais par l'intermédiaire d'une agence d'intérim irlandaise qui, elle-même, payait ses charges sociales à Chypre. Alors pour sa défense, Bouygues explique que les jeunes Français ne se bousculent pas pour venir bosser dans le bâtiment. Cela dit, on les comprend les jeunes Français. C'est quand même dangereux le bâtiment. Ça représente 9% des salariés et 30% des accidents mortels. Alors c'est plus prudent de laisser ça à d'autres. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Bravo, Julien, bravo. Rachida, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Alors, vous avez réalisé pour Mediapart l'enquête sur les Européens low cost des chantiers français, mais il faut d'abord préciser que vous venez du Puy-en-Velay, vous êtes une ponote et vous avez travaillé pour l'Éveil de la Haute-Loire. Effectivement. Quotidien du soir, comme le monde. Elles sont top, les meufs, là-bas. Il n'y a pas que des zombies chez nous. Il n'y a pas que des zombies, dis donc. Et c'est surtout la première fois que sur un plateau, on est 2 poneaux. Et voilà. La prochaine fois, on vient avec notre sac de lentilles. Alors, Rachida, il y aurait en France 330 000 salariés low cost venus des pays de l'Est et de l'Europe du Sud qui sont vendus, effectivement, par des agences d'intérim. Il suffit de regarder sur Google ce qu'a fait Blakowski. Alors, ils sont vendus à la restauration, à l'agriculture et surtout aux bâtiments et travaux publics. Alors, les cotisations sociales sont payées dans le pays d'origine, ce qui coûte quand même un peu moins cher. Mais surtout, au lieu d'être payés au SMIC français, ils sont payés au SMIC de leur pays d'origine.
Exactement. Ils gagnent entre 500 et 1000 euros. Et cette estimation, donc c'est qu'une estimation, 330 000, parce que c'est effectivement très difficile de les chiffrer, parce que la plupart des entreprises évitent de déclarer le détachement, ce qui fait que c'est très très difficile de les comptabiliser. Alors, il y a une espèce de marché noir légal. Même l'État, les collectivités locales, les entreprises publiques octroient des marchés à des entreprises qui y ont recours. Eiffage, Vinci, Bouygues, les grands majors du BTP se sont tous engouffrés dans la brèche, sont les premiers à l'utiliser. Mais quand vous leur dites, quand on leur dit ça, ils disent oui, c'est vrai? Oui, mais ils disent on sous-traite à l'étranger, donc ils renvoient la responsabilité aux entreprises portugaises, aux entreprises polonaises, aux entreprises roumaines. Moi, je l'ai vécu sur un de mes chantiers, au Puy-en-Velay, et on a refusé. Et je pense qu'une des premières questions qui est posée, en tout cas c'est un thème majeur, c'est que quand on fait de la commande publique, il faut qu'on ait ce raisonnement. C'est-à-dire de se dire, quand on fait un marché public, est-ce qu'on en profite pour former des jeunes? Est-ce qu'on s'assure que ce soit des entreprises qui respectent un minimum les règles qui le font? Et je crois que là, il y a vraiment un travail de vigilance d'abord des élus. Oui, mais Laurent, regardez par exemple le Carré de Jaude à Clermont-Ferrand. Ça a été fait par des ouvriers low cost. Payés à la tâche, comme au bon vieux temps, à la tonne de ferraille, et certains pas payés, des salariés portugais n'étaient pas payés. Et je reviens sur ce que disait M. Wauquiez. Tout le monde adopte une posture de fermeté ou non, je ne participe pas. La Fédération française du bâtiment, la principale organisation patronale, et vont debout contre le dumping social et contre ce type de pratique. Et en même temps, elle est la première, toutes ces entreprises, petites ou grosses, passe par ce type de marché. Tout le monde pleure, tout le monde est contre. Cette semaine encore, le ministre du Travail, Michel Sapin, a dit toutes ces situations de fraude sont poursuivies, jugées et condamnées. Mais c'est faux, c'est mentir. Il y a un deuxième sujet, derrière. C'est qu'au fond, quand on fait la course au prix le moins cher, c'est ça qu'on récupère. Et pour moi, la question, elle se pose évidemment là-dessus, mais elle se pose aussi sur ce qu'on achète. C'est-à-dire que quand on achète systématiquement les produits les moins chers et que ces produits les moins chers sont des produits qui sont chinois, la réalité, c'est qu'on détruit l'emploi chez nous. Et donc la démarche, c'est d'ailleurs ce que vous avez très bien mis en avant, c'est une question plus fondamentale de l'approche low cost. Est-ce qu'on veut acheter le moins cher et accepter de détruire de l'emploi et avoir n'importe quoi? Ou est-ce qu'on accepte de dire, parfois il vaut mieux payer un marché public 5%, 10% plus cher et en profiter pour des clauses d'insertion et en profiter pour avoir des entreprises locales? Moi, mon marché, il m'a coûté plus cher. Vous avez eu aussi des cueilleurs de champignons bulgares et roumains dans les forêts du Livradois-Forêt qui sont venus ramasser des champignons pour faire des fricassés à la maison, mais bien employés par les exploitants forestiers. C'est que ERDF fait appel à un prestataire de services pour fournir des travailleurs low cost. Les Espagnols qui élaguent les arbres. Mais là encore, si on va à la racine du sujet, moi c'est ce qui m'intéresse avec la droite sociale, le problème c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce que ça montre? C'est qu'on ne peut pas avoir une Europe qui fonctionne avec des règles de marché du travail et de fiscalité qui sont différentes. Ok, moi, il y a une chose qui m'échappe. On met en place une Europe libérale et on s'étonne des conséquences Exactement. que ça implique. Pour compléter ce que vient de dire M. Nolot, la directive de Bolkestein, elle ne date pas d'hier. Ce phénomène, il existe depuis 2005. des années. Il n'est pas nouveau. Non, bien sûr. Qu'avez-vous fait? Vous avez été vous-même ministre des Affaires européennes. Oui, bien sûr. Vous avez été secrétaire d'État à l'emploi. Qu'avez-vous fait pour lutter contre ce phénomène, ce fléau-là? Hormis le cas du Puy-en-Velay où vous avez été intervenu. On va prendre un exemple très précis. La directive Bolkestein telle qu'elle était initialement, c'était effectivement la possibilité de venir avec les salaires de son pays. C'est le plombier polonais. Voilà. Maintenant, la règle européenne qui existe, si on la fait appliquer, vous l'avez vous-même dit, c'est qu'on est payé au salaire français. Donc on est capable de le faire. Mais ce dont je suis convaincu, moi j'ai aucun problème avec le libéralisme, je suis pour un protectionnisme européen. Donc j'ai aucun problème là-dessus, je ne suis pas du tout pour une Europe libérale. Mais ce que je pense, c'est qu'au fond, on voit bien avec ces cas qu'on n'arrive pas à réguler, que c'est le résultat d'une Europe qui allait trop loin, trop vite. Et donc il faut recentrer. Et voilà. Est-ce que vous pouvez vous engager solennellement ce soir à ne jamais faire appel à des zombies polonais au Puy-en-Velay? Oui ou non? Dites-le. Si vous me faites, Monsieur Nolot, si vous me faites la promesse de ne pas faire appel à des attachés de presse bulgares, d'accord. Enfin, tu ne touches pas à la Bulgarie. Alors, le problème, ce sont les contrôles. Parce qu'évidemment, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas le temps. Et puis quand vous chopez des travailleurs locaux sur un chantier, vous êtes obligé de revenir avec un traducteur assermenté. Donc le temps que vous reveniez avec le traducteur assermenté, les mecs se sont barrés. Enfin, en tous les cas, les patrons leur ont dit va te cacher, quoi. Je veux dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Effectivement, j'ai sondé pas mal de directions du travail et c'est terrifiant parce qu'elle travaille avec des moyens Cro-Magnon, elle le disent elle-même, archaïques, face à un système opaque où les entrepreneurs, tout le monde sait faire, tout le monde sait contourner des législations toutes hyper sophistiquées. Alors,
faut savoir qu'un inspecteur du travail, il est affecté à un territoire. Il a une unité de territoire, il n'en sort pas. Donc on va dire que ça peut être un territoire, on prend l'exemple, j'étais en Auvergne. Donc si demain il a un sous-traitant, en Midi-Pyrénées par exemple, il n'a pas le droit d'y aller. Ensuite, si ce sous-traitant a sous-traité en Pologne, il n'a pas non plus le droit de se déplacer. Ensuite, ce n'est pas des officiers de police judiciaire, les inspecteurs du travail. Ils n'ont pas le temps. Ils travaillent déjà sur l'hygiène et la sécurité, ils se déplacent sur des accidents du travail. C'est-à-dire aussi un truc, Rachida, c'est que la mission dure moins longtemps que la procédure. C'est-à-dire le temps que la procédure se mette en place, les mecs sont déjà sur un autre chantier. Donc c'est mort. Mais il faut aussi qu'on sache faire le tri sur nos contrôles. C'est-à-dire que parfois, on a du harcèlement qui tombe, parfois pour des petites choses qui sont sans importance, et à l'inverse, on n'est pas capable de mettre en place une lutte là-dessus. Alors, comment ça se passe sur les chantiers, par exemple, entre les ouvriers locaux qui viennent de Pologne, du Portugal, de Bulgarie, et puis les travailleurs français? Comment ça se passe? Alors là, je vous renvoie à un ouvrage remarquable, une enquête du sociologue Nicolas Jounin, qui s'est fait lui-même embaucher en tant qu'ouvrier sur les chantiers. Donc lui, c'était le petit blanc. Ouais. Il raconte une ségrégation ethnique qui était assez terrifiante, un racisme entre Français et étrangers, mais aussi entre étrangers eux-mêmes. Mais alors, est-ce que ces gens-là, finalement, ce ne sont pas les nouveaux esclaves, les esclaves modernes? C'est la question que posent effectivement les syndicats, notamment la CGT, la CFDT ou encore Force ouvrière, qui se déplacent et qui tentent tant bien que mal de traquer ces fraudeurs. Parce que finalement, qui est derrière? Ce sont des entrepreneurs. C'est la Fédération française du bâtiment, c'est le patronat aussi. Ouais. Hein. Oui, mais quand on parle aux gens du BTP, qu'on leur dit quand même vous employez des esclaves, ils disent mais attendez, les Français ne veulent pas le faire. Est-ce que c'est vrai ou pas? Effectivement. Entre celui qui vous explique qu'il fait ça parce que les Français ne veulent plus travailler, ou alors ils veulent tous être payés 25 € de l'heure, entre celui qui vous dit « Ah non, mais je fais ça, moi, en fait... » Mais est-ce que c'est faux, ça? Mais c'est faux, parce que tout le monde... Pourquoi on sous-traite? On sous-traite par un souci de moindre coût. Non, mais pour dire les choses crûment, il y a la traite des blanches avec les réseaux de prostitution et la traite des blancs avec les ouvriers du bâtiment. Ça revient à peu près au même, quoi. Il y a une réalité qui est un tout petit peu moins dénoncée que l'autre, mais c'est inadmissible, quand même. Ça va pas vous plaire. Mais pourquoi on fait ça? Parce que la réalité, c'est qu'en France, on a accumulé énormément de charges sociales et que donc la différence entre ce qu'on a avec le salaire chargé et le salaire qu'on trouve et qu'on propose avec une entreprise polonaise ou portugaise est trop forte. D'où l'importance, et c'est là où je ne comprends pas ce que font les socialistes, plutôt que de financer notre protection sociale avec les charges sur les travailleurs, de la financer en faisant payer les produits importés par le biais de la TVA. Et quand on voit les socialistes qui disent « bah non, on va traiter tout ça dans 1 an et demi », bah désolé, quand on vous entend, on se dit « il faut le faire maintenant ». Ce qu'on est en train de raconter ce soir peut amener le gouvernement socialiste à réfléchir plus avant à la flexibilité du temps de travail. Et surtout faire plus vite. Bah oui. Parce qu'on comprend bien que quand vous avez d'un côté des salaires sur lesquels on fait peser toute notre protection sociale en financement et de l'autre côté des salaires qui coûtent beaucoup moins cher, bah la réalité c'est qu'on se retrouve avec ce genre de situation. Et alors, si on veut est-ce que la gauche doit briser ce tabou, Eric? La gauche au pouvoir, elle est libérale, donc c'est pas elle qui va briser les tabous. Non, mais là, ça n'empêche pas. Eric, qu'est-ce que ça veut dire? On est libéral, on n'est pas libéral. Non, mais c'est quand même une question d'idéologie, quoi. Voilà, non. Il faut à un moment ou à un autre changer de logiciel. Mais l'idéologie... Or, ce sont les mêmes, centre-droit, centre-gauche. Mais Eric, il n'y a aucune idéologie dans le fait de dire qu'on fait financer notre protection sociale à 100% par celui qui travaille. Aucune. Juste une question de bon sens de se dire il faut que les produits importés chinois et indiens, on les fasse payer pour notre financement de la protection sociale. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, en Allemagne, il y a des travailleurs qui sont beaucoup moins bien payés qu'en France. Il y a non, mais non, mais même Artsphere, c'est €1 de l'heure. Mais non, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands? Ils ont diminué les charges. Ça veut dire qu'ils s'en sortent avec des salaires qui, en moyenne, sont plus élevés en Allemagne qu'en France, mais qui coûtent, en moyenne, moins cher aux entreprises parce qu'ils ont supprimé les charges. Et donc, ça montre bien qu'on peut y arriver. Qui paye les charges en Allemagne? Mais ils ont diminué leur financement de charges, ils ont recréé de la valeur, ils ont mis des taxes, notamment taxes écologiques sur les produits importés, et du coup, ils arrivent à s'en sortir beaucoup mieux. Oui, du coup, l'Allemagne va bien, mais les Allemands pas si bien, quoi. Donc, est-ce que c'est ça le modèle désolé, mais si on va en Allemagne travailleurs en Allemagne, c'est pas quand même une sinécure et un exemple à mais mon ça, c'est toujours l'argument qu'on entend, c'est-à-dire, alors, ils vont bien sur le taux de chômage, ils ont des salaires qui sont plus élevés, mais comme par hasard, les Allemands seraient malheureux. Non, mais il y a des faux SMIC, il y a en effet des gens qui sont payés très bien. Mais l'Europe, et ça, j'en suis convaincu, et finalement, ce sujet le montre, c'est que ça ne peut pas marcher avec des pays aussi différents. Voilà. Et malgré tout, quand vous avez un tel écart entre la France et la Pologne, bah, c'est pas possible de trouver le point d'équilibre. Voilà. Donc il faut revenir à quelque chose de plus... une petite Europe concentrée. Oui, et où on est capable par contre de faire l'harmonisation des salaires, l'harmonisation des impôts et de régler ce type de difficultés. Voilà.
Maintenant, Kian Kojandi va conclure ce débat. Bref, c'est la merde. Est-ce qu'il peut y avoir des humoristes low cost? J'ai été auteur pour la télé, donc j'étais un peu aussi payé low cost. Non, mais est-ce qu'il y aura des humoristes de l'Est qui vous remplaceront Ah, c'est ça la question. Ça va être difficile, lui, de le remplacer. C'est très difficile. Ouais. En tous les cas, Kian, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors, Kian Kojandi nous quitte parce que ce soir, c'est l'anniversaire de son papa à Reims. Ouais. Alors, bon anniversaire, papa. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Wauquiez, d'Éric Nolot et de Rachida Lazouzi. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Aurore Renaud. Bonsoir. Maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour Elle est pas belle la vie? Alors le gros truc de la semaine, évidemment, la conférence de presse de René Coty. Prévu pour durer 1h30, ça a débordé d'une demi-heure. C'est un signe, hein, c'est comme au foot. Quand on ne s'est pas marqué dans le temps réglementaire, on a les prolongations. Alors, rien que son introduction, ça a duré 45 minutes. Ils vous apprennent quoi, Léna? Alors après, j'ai compris pourquoi ça a duré si longtemps. En chirurgie, une introduction, ça s'appelle une anesthésie. Et là, on a eu droit à la péridurale de l'esprit, quoi. Je veux dire, malin, Hollande, malin. Il a pris son temps pour bien faire allumer dans le crâne des journalistes le petit clignotant. Bon, il est où le buffet? Il y a les coupes à champagne, tout ça, tu vois. Alors la grande interrogation, c'est évidemment, est-ce qu'il va réussir sa conférence de presse? Ils sont au courant, les journaleux, que c'est lui qui a fixé la date et qu'il a eu 6 mois pour s'y préparer. Enfin, je sais pas, quoi. Puis je rappelais que c'est un énarque, quand même. La formation d'un énarque, j'ai vu, ça coûte 168 000 € par an. Ouais. Enfin, si à ce tarif-là, tu arrives à te faire déstabiliser par une question Denisot de Delahousse, c'est qu'il y a un problème, quoi. Alors l'opposition qui est très déçue, évidemment. Vous attendiez à quoi? Qu'ils disent quoi pour vous faire plaisir? Moi, président, enfin je le crois, ou du moins on me le dit, mais je n'en suis pas sûr, car je n'en ai ni les capacités, ni le talent, ni le charisme. Mais je me dois d'être dans l'apaisement. Parce qu'un président de la République, c'est aussi un apaiseur, c'est un relaxant, c'est un homéopathe de la vie publique, un ostéopathe de la cohésion sociale, un herboriste de l'industrie française. Oui, je le dis. Et... Parce que... Oui. Je me dois, pour persévérer dans la droite ligne de ma nullité transcendantale, moi j'aimerais annoncer que l'année prochaine, nous allons sortir du nucléaire, mais aussi de l'hydraulique, de l'éolien, du pétrole, du compost et même du solaire. Moi, je n'oublie pas mes engagements. Je le dois aux Français. Oui, au droit de vote aux étrangers, mais par souci d'équilibre, car il faut apaiser. Et je suis un herboriste. Je veux le supprimer aux Français. Comme je veux interdire le mariage hétérosexuel, sauf entre cousins, frères, et les personnes qui ont leurs 40 annuités de cotisation. J'annonce aussi un nouveau paquet fiscal qui portera la TVA à 80%, la CSG à 90% et un impôt sur le revenu à 145%. Alors tout ça, hein, en gros, je peux bien sûr, je ne peux pas des velléités d'imitateur, encore que Canteloup doit trembler, mais avec cet humour typiquement hollandais, tu vois, moi je vois les sondages, mais un sondage ne fait pas le printemps, bah oui. Encore moins les Galeries Lafayette ou la Samaritaine. Excellent. Et les journalistes tellement shootés qu'ils lui ont trouvé des accents churchilliens. Ah bon? Il a dit quoi? Qu'il fallait stocker du riz et de la farine en vue des futurs bombardements de la Wehrmacht, qu'il va sortir les soldats d'Afghanistan, les concentrer sur la rive gauche du Rhin. Enfin, si seulement. Non, parce que ça, moi, sincèrement, il commence à me pomper les cheveux, quoi. C'est fort, quoi. Ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait pas faire, quoi, c'est bon, quoi. Nous, on est là comme des cons, aplatis devant cette fascination pour l'industrie allemande. Ça va, quoi. On va quand même pas recevoir des leçons de ces ploucs en Birkenstock qui sont fait défoncer par des chars de fabrication soviétique.
Alors évidemment, en face, bon, la droite qui couine. Ouais, mais si Hollande a vu le courage de Schröder, ça va, quoi. Il a fallu 6 mois à Hollande pour rétablir la TVA, quand Sarko a mis 10 ans à piger que ça serait peut-être une idée de supprimer les 35 heures. D'ailleurs, Sarko, il me fait penser à un parkinsonien épileptique. L'illusion de l'énergie dans la certitude du surplace. Joli, très joli. Bref. Alors, quelqu'un y est allé de son couplet, forcément, je pense que tout le monde l'avait appelé. Selon François Bayrou, Hollande a été à la hauteur de la fonction. Qu'est-ce qu'il y connaît, Bayrou? L'entendre parler de la fonction présidentielle, on dirait un puceau qui a pondu une thèse sur le point G. Alors, évidemment, dans ce contexte, c'est normal que des artistes émergent. Nicolas Sarkozy, reviens, je t'en prie, viens nous sauver la vie. Voilà, on a trouvé le Bob Dylan de droite. Le Pussy Riot monégasque, il habite à Monaco, le type. Tiens. Monaco, grand repère de poètes. Hein, c'est la butte Montmartre de la Méditerranée. Quand tu penses, le gamin, il a 16 ans. À 16 ans, son problème, c'est le taux d'imposition. Quoi parler d'autre? L'argent ne fait pas le bonheur. Un Français a gagné au loto. On ne connaîtra pas son nom. Hein, c'est pas con, il veut rester discret. C'est pas le cas de tout le monde. Exemple, Lagardère, Arnaud. La télé belge a fait un reportage sur lui. Quand tu le vois dilapider son pognon, on te dit que 75% taux d'imposition, c'est un cadeau. Hein. Ouais. Enfin, je peux dire qu'à côté de Lagardère, Bernard Tapie, c'est Mario Monti. Enfin, quand tu vois ça, En revanche, le type, il a du flair, quoi. Se trouver une cagole en Belgique, faut y aller. Quoi. C'est quand même le seul Français qui va en Belgique pour s'appauvrir. Autant Bernard Arnault, il s'exile pour payer moins d'impôts. Bon. Lui, c'est pour épouser une Belge, pour diminuer ses bénéfices, quoi. C'est... Bon, la fille, pas très futée. Hein. Pour une croqueuse de diamants, prendre un mec qui n'a que 50 ans, c'est... Je veux dire... Ouais. Oui, c'est bien, ça. Autant de patience, ça s'appelle de l'amour, hein. Ou alors Arnaud, tu sais, qui doit la rassurer, lui dit « Ouais, t'inquiète pas, j'ai 90 ans, mais j'ai toujours fait moins que mon âge. » Parlant d'amour, ça fait bizarre de vous voir sans Zemmour. C'est vrai que c'est pas... Ouais. Éric Nolot sans Zemmour, c'est un peu comme Semoun sans Dieudonné. Quoi. Ouais. On gagne en compassion ce qu'on perd en rire. Parlant d'essais médiatiques, l'International nous fournit régulièrement son lot de Maccabée, ouverture de la tombe d'Arafat. Ouais. Bon, c'est... Quelle folie. Ne jamais décongeler de la viande halal. Après le gigot de 7 heures, l'Arafat de 2 ans. Enfin, bon. Bon, tout ça pour voir s'il n'a pas été farci au plutonium. C'est vrai que l'avantage, s'ils en trouvent, c'est qu'ils pourront toujours envoyer la dépouille en Iran pour qu'ils enrichissent leur bombe. Je propose des choses, voilà, c'est ça, faut essayer, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, quoi. Et d'ailleurs, à propos, il y a eu une jolie campagne d'affichage collectif de lutte contre l'islamophobie qui a été refusée par la RATP. Bon, ici, ils sont très mal pris. Enfin, il fallait casser les codes, se rendre sympathique, quoi, tu vois. Au fond, ce que les gens reprochent un peu aux musulmans, c'est de ne pas avoir assez d'autodérision, c'est ça. Moi, j'avais une idée de campagne, quoi, une belle campagne avec un mouton, un barbu dans une baignoire, et le slogan « Entre nous, c'est une histoire de goût ». Ouais, c'est sans la fatwa, quoi. Bien sûr, il faut peut-être terminer par quelque chose d'un peu joli. Il y a cette, bon, joli, je sais pas, marionnettiste accusé de pédophilie. Les gens trouvent ça étonnant, franchement, quoi. Un type qui fait rire des gosses en ayant un bras coincé dans le cul d'un ours en peluche. Le glauque dans toute sa splendeur. Alors, évidemment, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle cette semaine ? Oh, bah, y a eu la journée de la gentillesse. Ouais. Je sais pas, moi je comprends pas trop. Journée de la gentillesse, je pensais qu'on avait déjà eu... c'est la journée de la femme, non ? C'est là où on a donné un jour de... Ben alors, pas belle la vie ? Voilà, c'était Gaspard Proust, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canal+.fr, vous pouvez suivre l'actu de l'émission sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h.
Aurore Renaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 1er février 1981 à Palaiseau, père ingénieur chez Thales, mère femme au foyer. Oui. À l'école, vous êtes une élève douée mais bavarde. C'est-à-dire qu'un jour, la maîtresse vous met du scotch sur la bouche quand même. Oui, c'était pour la sieste, Ouais. pour avoir la paix. Alors à l'adolescence, vous êtes une jeune fille comme toutes les autres, complètement hétéro en tous les cas. Oui. Vous avez des amourettes avec des garçons. Et vous êtes même choqué quand, à l'âge de 16 ans, vous tombez sur un reportage consacré à des familles homoparentales. Vous dites à votre mère, c'est n'importe quoi. Et votre mère vous dit, elles font ce qu'elles veulent, en quoi ça te regarde? Oui. C'est prémonitoire. Oui, en quelque sorte, oui. Ouais. Alors en décembre 2002, après le bac et un BTS de comptabilité, vous entrez dans un cabinet d'expertise comptable à Paris. Et là, il y a la fille du patron. Alors cette fille du patron, elle fait partie du staff, évidemment, de la boîte. Mais les employés la fréquentent pas trop. Hein. Non, parce que, à ne pas approcher. Ouais. Et elle-même, elle n'avait pas trop le droit de parler avec les autres? Non, non, oui, effectivement, son père lui avait interdit de parler en dehors du minimum de travail. Voilà. Alors, vous avez besoin d'aide, hein, vous débarquez là-dedans, et elle vous explique votre job, en fait. Oui. Alors, c'est le début d'une histoire d'amour. Hein. Vous dites que c'était beaucoup plus fort qu'avec une amie. Oui. Vous étiez attirés l'une vers l'autre. Oui, voilà. Alors, à l'été 2003, vous partez en vacances séparément, et là, vous découvrez que vous ne pouvez pas être très loin l'une de l'autre, et vous dites, on a passé notre été au téléphone. Oui. C'est là que la relation s'est encore plus développée, puisque on a parlé. Vous devenez dépendantes l'une de l'autre. Voilà. Au retour de vacances, vous vous installez ensemble. Et quelques mois plus tard, votre relation devient officielle. Vous en parlez à vos parents, etc. Ils ont réagi comment, vos parents? Ce qui les dérangeait le plus, c'est que c'était la fille du patron, pas la fille, en fait. Alors, question enfant, au début, bon, vous vous dites, on n'en aura jamais. Jusqu'au jour où Clémence, c'est son nom, changé évidemment, rentre en parlant d'insémination artificielle avec donneur. Oui. Ah, ça commence à vous... Oui, ça commence à trotter, à se Ouais. dire que c'est possible, en fait. Ouais. Que c'est accessible. Ouais. Alors, vous vous renseignez sur Internet, parce que dans ces cas-là, on va sur les forums d'Internet. Et en fait, voilà, vous vous posez des questions, parce que vous avez peur de traumatiser l'enfant. Oui. Vous vous dites, est-ce qu'on a le droit d'imposer à un enfant d'avoir deux mamans et pas de papa, quoi? Oui, voilà. Ouais. C'est de lui imposer nos choix à nous. Ce ne sera pas son choix à lui, Voilà. ce sera notre choix à nous. Voilà. Et c'est lourd de conséquences. Ouais. Il faut y réfléchir. Alors finalement, vous vous décidez à sauter le pas et vous vous demandez laquelle des deux sera la première à enfanter. Alors, vous choisissez Clémence, en fait, parce qu'elle est plus âgée que vous, elle a 30 ans et vous en avez 26, c'est ça. Oui. Elle se dit, il faut faire un enfant avant, il y a une date limite, quoi. Alors, en Belgique, il y a une date limite, oui. Ouais. 35 ans pour les étrangers. Vous faites ça à Bruxelles, à la clinique Edith Cavell, et en fait, c'est pas grand-chose, hein. Vous dites, c'est comme un, Oui, en fait, comme un frottis, quoi. Oui, exactement. Ouais. On s'en fait toute une montagne, mais on est frappé par la simplicité du geste. Ouais. Ça coûte pas très cher, hein. Ça coûte pas très cher si on réussit du premier coup. Oui, non mais vous, ça a marché du premier Voilà, coup. nous, on a eu vraiment 250 €, plus le train. Voilà. Alors la surprise, la grosse surprise, c'est qu'à la première échographie, vous découvrez avec Clémence qu'elle est enceinte de jumeaux. Ça pose deux problèmes. D'abord, financièrement, c'est plus cher d'élever deux enfants qu'un seul. Et puis vous vous dites, si on a déjà deux du premier coup, moi, je pourrais jamais porter le mien. Oui. La première réaction, oui, effectivement, Ouais. c'est celle-ci, quoi. C'est un peu égoïste. Enfin, vous êtes heureuse quand même. Ah oui, c'est dans l'espace de 30 secondes qu'on réfléchit à tout ça. Et en Ouais. fait, tout de suite, à l'échographie, donc on voit les deux. Et la gynéco passe tout de suite sur le son. On entend les cœurs battre et bon, voilà, quoi. Ça vous fait On ne craquer. pense plus à rien, quoi. Ouais. On est juste content. Alors, pendant la grossesse, Clémence est obligée de rester au lit toute la journée, parce qu'elle a des nausées, elle n'est pas très Voilà. bien, elle ne vit pas très bien sa Grossesse grossesse. difficile. Et vous tapez tout, le travail d'abord, la cuisine, le ménage, enfin, vous vraiment... Vous... Oui, je lui avais carrément interdit de faire quoi que ce soit. Ouais. C'était les enfants avant tout. Et Ouais. voilà, après, moi, j'assure l'intendance derrière. Alors, les jumeaux, un garçon et une fille, naissent le 1er octobre 2007.
Après le congé maternité, quand Clémence reprend le travail, vous devenez mère au foyer. Oui, je prends un congé parental d'éducation Voilà. par la CAF, Voilà. parce que c'est tout à fait légal. Voilà. Et c'est là que vous décidez toutes les deux de partager cette expérience. Vous rencontrez un couple de lesbiennes qui veut avoir des enfants et vous devenez proche de ce couple. Mais en fait, on les prend un peu sous notre coupe, quoi, parce Ouais. que nous, on a déjà fait tout le parcours. Ouais. Elles en sont au début d'avoir décidé d'avoir un enfant, donc on leur donne des conseils, on les guide dans leur choix, en fait, si vraiment c'est bien réfléchi. Ouais. Voilà. Alors vous devenez assez proche de ce couple. Oui. Vous vous voyez assez régulièrement. Jusqu'au jour où, en septembre 2008, l'une d'entre elles vous appelle. Elle s'est séparée de sa compagne, ils sont disputés. Elle ne sait pas où aller. Et là, bah, vous lui proposez de venir dormir chez vous. Oui, bonne patte. T'as nulle part où aller, il y a une chambre de libre. Ouais, viens. les 2 chambres de libre en plus. Ouais. Ouais. Catastrophe. Oui, erreur. Erreur. Erreur fatale. Quelques jours plus tard, votre compagne, Clémence, et la nouvelle venue couchent ensemble. Elle vous dit, je ne t'aime plus, c'est elle que j'aime, quoi. Droit dans les yeux, en plus, c'est Ouais. très net. Après, bon, on encaisse. Ouais. On encaisse, on essaie de réfléchir, comme on peut. Vous l'aimiez toujours. Ah oui, moi, j'avais aucun problème. doute, aucun... Et les enfants vous problème. rapprochaient en plus. Oui, Ouais. oui. Alors, le jour où vous demanderez à Clémence de choisir entre cette fille et vous, elle partira avec les enfants. Oui. Et la fille. Ils sont toujours ensemble? Oui. Alors là, Aurore, vous tentez de vous suicider. Ouais. Hein. Alors, heureusement, Clémence revient dans l'appartement, découvre votre corps inanimé, elle appelle le SAMU. Vous êtes sauvé, mais in extremis, quoi. C'était... D'après les médecins qui m'ont pris en charge, oui. Ouais. Vous vous réveillez 5 jours plus tard, service réanimation, et vous appelez Clémence, votre ex. Oui, pour lui dire que voilà, j'allais bien et que... pour la rassurer, dans un premier temps. Ouais. Et oui, pour avoir des nouvelles des enfants, s'ils n'étaient pas trop choqués. Elle répond pas. Non. À la sortie de l'hôpital, vous lui demandez de revoir les enfants, et elle vous dit hors de question. Ouais. Alors là, vous êtes sous anxiolytique, vous pensez qu'elle changera d'avis, qu'on vous irait mieux, vous dites bon, le temps va passer, moi je vais me refaire une santé, etc. Mais elle ne changera pas d'avis. Jamais. Jamais. Elle le justifie comment, ça, elle? C'est son caractère. Quand c'est fini, il faut couper tous les ponts Ah ouais. et arrêter. Ouais, mais enfin, on peut être comme ça, mais quand il y a des enfants, on peut pas être comme ça. Il y avait quelqu'un d'autre pour me remplacer, donc Ouais. pour elle, voilà, j'étais de trop, je pense. Alors, il faudra 3 ans de procédure pour que vous soyez autorisé à revoir les jumeaux, un week-end par mois. Ouais. Aucun contact entre les week-ends. Et les enfants ont du mal à comprendre ça. Oui, c'est un peu abstrait pour eux. C'est ce qu'ils me disent, hein, on te voit pas souvent. Pourquoi? Donc bon, j'essaie de leur expliquer qu'il y a un juge qui a décidé que ce serait comme ça. J'essaie de leur faire comprendre avec des mots simples. Difficile à comprendre. Ils ont 5 ans, donc... Ouais. Alors, le pire, c'est qu'avec la loi qui se prépare sur l'homoparentalité, la nouvelle compagne de votre ancienne compagne, Clémence, pourrait adopter les jumeaux. Si la loi passe telle qu'elle est dite aux médias, oui. C'est-à-dire qu'elle pourrait adopter vos enfants. Et alors que vous n'avez aucun droit. Oui. À part le jugement que j'ai obtenu, j'ai rien. C'est la première fois qu'un jugement comme ça est rendu, non? Oui. Ce qui veut dire quand même que l'État reconnaît l'homoparentalité. Parce qu'à partir du moment où on dit vous avez le droit de voir les enfants que tous les mois, c'est qu'on reconnaît que vous êtes 2 mamans de 2 enfants. Il reconnaît le lien, le lien affectif. Donc là, il y a un vide juridique évident. Mhm. Et vous êtes ici pour Oui. dénoncer cette situation. Bah oui, parce que je ne peux pas faire réviser mon jugement. Oui, vous vous dites, si j'attaque le jugement, je risque de tout perdre. Voilà, si je demande à avoir un peu plus, Ouais. je tombe sur un autre juge qui n'est pas forcément pour. Bien sûr. Et Et je là, perds tout. là, pour le coup, vous risquez de ne plus les voir du tout. Voilà. Voilà. Donc je me contente de ce que j'ai Ouais. et je prends chaque minute de ce que j'ai.
Si vous aviez quelque chose à lui dire ce soir, à Clémence, vous diriez quoi? Je dirais d'être plus clémente et de penser aux enfants. Ouais. Et d'écouter les demandes des enfants. Finalement, c'est comme un divorce classique. Oui, sauf qu'on n'a pas de droit. Voilà. C'est la seule différence. Vous en pensez quoi, Laurent Wauquiez, vous? La loi, visiblement, qui veut tout récenter, n'apportera aucune réponse. Et donc, essayons d'apporter des réponses à ce qui est un droit parfaitement légitime, d'avoir un cadre qui protège votre vie et donne quelque chose qui l'abrite. Mais est-ce que pour faire ça, il faut aboutir à ce qu'on nous propose, c'est-à-dire le chamboulement total et de la vision du mariage et de la filiation, et qui en plus n'apportera aucune réponse à des sujets de vie quotidienne? Eric? Moi, je ne suis pas un grand fanatique du mariage homosexuel, mais moi, ce que j'entends dans votre histoire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de différence selon que le couple soit composé d'un homme ou d'une femme ou de deux femmes. Et je ne vois pas ce qu'on peut opposer à cette revendication d'égalité. C'est les mêmes choses, les enfants qui sont partagés entre les deux mères au lieu de l'être entre un père et une mère. Donc je trouve que ce serait, même si on peut lui opposer quelques arguments, je pense que ce serait une bonne chose de mettre tout le monde à égalité, parce qu'on voit que, indépendamment de la théorie, dans la pratique, en fait, ce sont les mêmes situations, les mêmes sentiments et malheureusement les mêmes drames. Bien. Merci de votre témoignage, Aurore. Merci. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Kian Kojandi pour l'intégrale de Bref en DVD Blu-ray et coffret collector. Laurent Wauquiez, député de la Haute-Loire, maire du Puy-en-Velay. Merci. Éric Nolot pour Pourquoi tant de haine chez Gazévich et sur Paris Première. Rachida El Azouzi, merci beaucoup du site Mediapart. Et Aurore Renaud, merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Made in Groland. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, l'édito des Gréments, les Martiens de la semaine et Gaspard Proust. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.